Florian, bonjour. Salut Jean-Pierre. Alors, il y a quelques semaines, on te présentait sur les colonnes de Cyclomag pour ton voyage en Iran à vélo. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce voyage assez dingue en Iran qui a duré presque 9 mois, je crois? C'est ça. En fait, je suis parti, c'était en 2018, je suis parti avec un ami. Et pour te dire honnêtement, on ne savait pas vraiment jusqu'où on allait aller. On voulait aller jusqu'en Asie du Sud-Est à vélo. Donc on part, c'est notre premier voyage. Et puis rapidement, on se rend compte que on veut prendre notre temps en fait. On veut prendre notre temps, même si notre voyage, si on visite pas tant de pays que ça. Et finalement, on avance tout doucement. Et puis 9 mois plus tard, 7 000 kilomètres plus loin, on est en Iran. Et voilà, notre voyage se terminera ici, quoi. Alors, on avait fait une interview écrite dans la précédente édition, et je vous posais la question si vous étiez des cyclistes, en fait, si vous aviez un passé de cycliste, mais pas du tout, en fait. Vous êtes juste des amateurs de vélo, et en fait, le vélo représente un moyen de locomotion simple et économique et écologique, et je crois que c'est ça qui vous a fait choisir le vélo. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on réfléchissait à un grand voyage avec mon pote et on essayait d'émettre toutes les hypothèses. Est-ce qu'on le fait à pied? Est-ce qu'on le fait en backpack en utilisant les transports en commun? Est-ce qu'on le fait en moto? Et c'est vrai que le vélo, c'est un bon compromis déjà pour l'aspect économique, parce que qui dit vélo de voyage dit aussi camping sauvage, dit une vie un petit peu différente, une vie plus autonome. Et du coup, c'est ça qui nous a convaincus aussi, c'était de vivre l'aventure, d'avoir un aspect économique dans notre façon de voyager. Et puis aussi, donc voilà, c'était un assez bon compromis, surtout que physiquement, on pouvait se le permettre, on n'est pas des grands sportifs, mais bon, on était à un âge, Oui. on est à un âge qui nous permet de faire ce genre de choses, quoi. Oui, si vous avez un temps soit peu, une vie saine, ça devrait aller. Et puis, votre corps va s'adapter et s'habituer au fur et à mesure. Ça, c'était plutôt pas mal. Et là, C'est ça. tu me dis que vous n'étiez pas sûr d'aller en Iran, mais au départ, quand vous avez quitté la maison, quand vous avez quitté la France, vous aviez quand même l'objectif de l'Iran ou vous aviez juste un cap à l'est? En fait, on a prévu plusieurs itinéraires. L'Iran était sur l'un de nos itinéraires et par exemple, déjà dès le début, on devait passer par l'Italie au bout de quelques semaines. On savait même pas si on plongeait dans le sud de l'Italie pour prendre le bateau plus loin en direction de la Grèce, ou si on passait directement dans le nord de l'Italie et on arrivait en Slovénie. En fait, notre voyage il s'est fait vraiment au feeling et on prenait des choix qui avaient des grands impacts sur notre itinéraire et sur notre voyage. Mais on le prenait en une demi-heure. Juste on parlait, quelques échanges, ok, on fait ci, on fait ça. Et ça tout se faisait au dernier moment en fonction des éléments qu'on avait aussi sur le voyage. Et donc pour l'Iran, on pouvait, il y avait deux choix, c'était prendre le bateau en Azerbaïdjan et puis traverser la mer, alors je sais plus c'est quelle mer, et puis d'arriver directement en Ouzbékistan, on aurait coupé l'Iran. Mais nous, on avait justement envie de voir l'Iran parce que on savait que c'était hyper controversé et que d'une part, t'as les médias et puis les gens qui ont peur de l'Iran. Je sais pas, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient cette peur. Donc j'ai fait mes petites recherches avant quand même. Et puis je me suis rendu compte que l'Iran était pas, c'est pas un pays du tout craignos et du coup j'avais envie d'aller voir par moi-même avec mon pote. On avait un petit peu la même vision sur ça. Et ça s'est avéré un super pays avec des gens hyper amicaux, aimables. Et puis voilà. C'est vraiment très intéressant que tu aies passé le cap de la peur que l'on nous impose. Et je doute pas qu'ils étaient très gentils puisqu'ils sont pas habitués. Et quand il y a quelqu'un qui fait l'effort de venir vers eux, malgré parce qu'ils sont conscients d'avoir mauvaise réputation à travers le monde, et ils ont justement envie de montrer que pas du tout, qu'il y a eu quelques dirigeants. En fait, c'est pas complètement infondé non plus, mais il y a eu quelques dirigeants qui ont eu des tensions avec les États-Unis et parfois un peu l'Europe, mais je pense que la population n'a pas de souci avec ça.
En fait, là, il y a vraiment une culture de l'accueil des touristes là-bas qui est assez exceptionnelle, comme tu disais, du fait que il n'y a pas souvent des touristes. Et dès qu'ils voient des touristes, ils sont contents que des gens s'intéressent à leur pays, donc ils viennent souvent vers nous et puis ils interagissent en anglais. Il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais là-bas et ils sont assez cultivés et intéressants. C'est ça qui m'a frappé le plus dans ce pays en fait. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu aussi sur des détails. On le fera en plusieurs fois, mais j'aimerais savoir avec toi, par exemple, le choix des vélos. Comment il s'est fait? Est-ce que vous aviez un vélo à la cave et vous l'avez utilisé, ou alors vous avez fait une étude un peu de marché? Quel est le vélo le plus costaud qui pourrait vous amener là-bas? Est-ce que vous avez été sponsorisé? Je ne sais pas. Comment vous avez choisi votre vélo? Et est-ce que vous aviez le même, tous les deux? Alors oui, on avait le même. En fait, j'avais pu parler avec un gars qui a fait un voyage à vélo assez long avant de partir, et lui, il parlait d'un modèle. Il parlait du Farad Manufacture TX400. Et il m'en a pas dit plus. Après, c'était à moi de comprendre pourquoi ce vélo, qu'est-ce qu'il a de spécial. Et du coup, j'ai compris un petit peu en recherchant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le cadre, c'est important qu'il soit en acier quand on traverse pas mal de pays, parce que en fait, t'as l'acier ou l'aluminium, et l'aluminium, s'il casse, c'est compliqué à réparer, alors que l'acier, tu trouveras des postes de soudure partout dans le monde. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'il ait des porte-bagages, tout simplement. Donc soit il en a déjà, donc c'est déjà un vélo de voyage, un cadre qui a été fait pour le voyage, ou soit on peut l'ajouter. Donc en fait, un vélo de voyage, c'est vrai que ça coûte cher, mais en fait, on peut le monter par soi-même. Nous, on l'a acheté tout fait, mais avec du recul, je me dis que j'avais au moins prendre le petit VTT, un cadre de VTT et tout adapter et me faire un vélo de voyage comme ça pour 500, pour 500 euros. Nous, on a payé le vélo 1500 euros. Bon, après, c'était aussi la garantie qu'on n'ait pas un truc qui pète en 2 minutes. Ensuite, il faut un guidon papillon pour avoir plusieurs prises en main. Du matériel qui tienne la roue, donc des freins par exemple à patins, pour éviter de changer pour éviter d'avoir de l'usure. En fait, non, c'est pas ça. Parce que quand tu as un frein à disque, le truc c'est que si tu veux l'entretenir, c'est compliqué. Même si ça dure plus longtemps, alors que les freins à patins, ça se retire, ça se change rapidement. Ouais, je pense qu'il faut avoir quelque chose le plus simple possible. Par exemple, il serait inconcevable d'avoir des vitesses électriques. Parce que si tu es à l'autre bout du monde et que ça tombe en panne, il faut rester le plus simple, le plus rustique et le plus costaud. Exactement. Exactement. Il faut que ça soit solide et avec un entretien facile et réparable partout dans le monde. En fait, c'est ça. Et confortable, parce qu'on va rester longtemps sur son vélo. Donc pareil, il faut une bonne assise, il faut avoir un vélo qui soit à sa taille, parce qu'il y a des tailles de vélo. Il faut avoir une selle qui soit bien, donc une selle soit en gel, soit en cuir. Vous aviez fait des essais avant? Justement, la selle, vous en aviez essayé plusieurs, ou c'était celle d'origine du vélo? C'était celle d'origine. Alors moi j'avais une en cuir qui était déjà installée, et mon pote il avait une selle en gel. J'avais l'impression qu'il souffrait plus que moi. Ouais. Et vous aviez des cuissards avec une peau de chamois? Après oui. Ouais, c'est ça. On n'avait pas des cuissards en peau de chamois, mais on avait des cuissards Décathlon. Au début, on a pris les premières gammes à 10 euros. Et puis, on les a changés quelques centaines de kilomètres plus loin. On est allé dans un Décathlon, on n'en pouvait plus. On est passé sur le cuissard à, je sais plus, 40 ou 50 euros. Et là, c'est vrai que c'était pas pareil. Ah oui, pour moi, s'il y avait un poste où il fallait pas économiser, c'est le cuissard. C'est la partie la plus importante, quasiment. C'est clair. Au début, on ne connaissait rien, donc on faisait un petit peu au feeling. Parce que même 10 euros, vous êtes vraiment sur le très 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 bas de gamme. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme peau. Parce que quand tu sais que les grandes marques, tu montes un cuissard à 150, 180 euros. J'ai vu ça au Vieux Campeur, c'est un budget. Hein. Ah oui. Bon, après, tu le gardes normalement très longtemps, mais oui, là, vous me faites peur quand vous dites que vous avez mis 10 euros dans un cuissard pour faire 7000 km. Chapeau. Tu sais qu'à la fin, on n'en mettait plus, on n'en mettait pas. Genre pour les derniers pays, on n'en mettait plus de cuissard. J'ai l'impression que notre corps, il était adapté. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. C'est sûr que la peau, elle se tanne.
D'ailleurs, chaque début de saison, on a très mal aux fesses. Pour ceux qui coupent l'hiver, hein, quand on reprend, les premières sorties sont toujours très douloureuses et au fur et à mesure des semaines, ça rentre dans l'ordre et la peau se redurcit un peu. Et c'est normal puisque c'est un endroit où, même quand on s'assoit, on vient pas toucher ses os. Donc la chair est tendre à cet endroit-là. Et, ouais, c'est comme pareil quand on marche pieds nus, souvent notre peau elle s'adapte, elle se renforce. Bien sûr. Les premiers jours de l'été, ça fait mal et à la fin des vacances, on peut tout faire pieds nus, même traverser sur le gravier, chose qu'on n'arrivait pas à faire en début de vacances. À la fin, ça pose plus aucun problème, c'est clair. Est-ce que vous avez eu des galères à vélo? Justement, tu parlais de si on casse ou tout ça. Est-ce que vous avez connu des grosses galères? Quelque chose qui a cassé? Alors, on a eu beaucoup de petites galères. On n'a pas eu de grosses galères. Après, on a eu des galères par rapport à la mécanique vélo qui ont duré sur la longue. En fait, c'était le vélo de mon pote Stéphane. Il a sa roue qui était vraiment, son pneu qui était vraiment trop usé. Donc, il a voulu changer le pneu suite à plusieurs crevaisons. On était en Géorgie, donc il change le pneu et il retrouve pas de pneu bien. Donc il a acheté un pneu juste 3 ou 4 euros. Et son pneu, il faisait vraiment pas l'affaire. On crevait, lui il crevait mais quasi tous les jours avec ce pneu. On épuisait le stock de chambre à air, on épuisait les rustines et tout. Et ça devenait vraiment compliqué sur la fin parce qu'on n'arrivait plus à trouver de pneus de qualité en fait. On était dans un pays où le cyclisme n'était pas du tout développé. En Géorgie et en Azerbaïdjan, il n'y avait pas du tout le bon matos. Et du coup, avec du recul, je me suis dit on aurait dû prendre peut-être un pneu au moins de rechange. Ah oui. Il y a des pneus qui se plient, qui prennent vraiment pas beaucoup de place. Donc voilà. Mais c'est marrant. De se dire que vous n'êtes pas parti avec un stock de pneus, vous auriez dû en avoir au minimum 2 chacun, tu vois, pour changer l'avant et l'arrière, parce que c'est vrai que c'est hasardeux, tu pars dans des pays où il n'y aura pas des magasins de vélos, et puis même les vélos ont peut-être pas les mêmes dimensions, les vélos qu'utilisent les gens à la campagne et tout ça, ils ont sûrement pas les mêmes dimensions. Ouais, c'est vrai. En même temps, c'est l'aventure. Après, on n'y a pas pensé. On s'est dit, si on crève, on met une routine. On s'est pas dit que nos vélos, nos pneus, ils allaient prendre cher très vite. Mais ouais, c'est vrai, on aurait pu y penser. Et puis, on aurait pu... En fait, les pneus qu'on a achetés, ils sont faits pour 4000 km. Donc, à 4000 km, on était à peu près à Istanbul. Et quand on regardait nos pneus, on s'est dit, bon, normalement, ils ont atteint leur durée de vie. Comment ils sont? En fait, ils étaient encore nickel. Donc on va continuer, mais il va y avoir des trucs, des déformations, des blessures qu'on peut pas voir à l'œil. Et ça a sûrement joué, mais dans tous les cas, je sais que la prochaine fois que je pars, je prendrai un pneu en plus. Oui. Écoute Florian, moi je trouve que c'est très intéressant d'échanger parce que ça donne des idées, des conseils aux futurs voyageurs, aux anciens voyageurs, ça rappelle des anecdotes de jeunesse. Tu vois, le choix des cuissards, l'histoire des pneus, tout ça, il y a plein de gens à qui ça va parler, qui se disent « Putain, on a connu les mêmes galères, on a fait les mêmes bêtises » et je trouve que ça, c'est très intéressant. Si tu le veux bien, on se donne rendez-vous régulièrement et on fera des points. Là, aujourd'hui, c'était le vélo. La fois d'après, ça sera l'équipement, la tente, les choses comme ça. Et on va venir un peu donner des conseils ou en tout cas... présenter ce que vous avez utilisé et ça va donner envie à d'autres personnes de se mettre au voyage à vélo. Ça marche, ça me va. Ok. C'est une bonne idée, ouais. Ok. Très bien. Merci Florian. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Ciao.